Bonjour, bonjour et bienvenue dans Shine, le podcast qui fait rayonner les femmes. Je suis Christine Levicki, coach, conférencière et autrice de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler, J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie et mon dernier livre Femme fière, libre et puissante, publié aux éditions Erol. Ce podcast est une invitation à réveiller ta puissance, reprendre ta place et briller sans compromis dans toutes les dimensions de ta vie. À travers chaque épisode, je souhaite t'inspirer à rayonner dans ton travail, ta santé, tes finances, tes relations, ta sexualité et dans tout ce qui fait ta vie de femme. Des questions, des envies, des idées d'invités? Retrouve-moi sur Instagram @ChristineLevicki. J'adorerais échanger avec toi. Dans quelques instants, tu vas découvrir le contenu de ce nouvel épisode, mais avant, j'avais une super nouvelle à t'annoncer parce que figure-toi que pour célébrer la sortie de mon nouveau livre, Femme fière, libre et puissante, je vais partir en book tour et donc je vais être au mois de juin à Paris, à Rouen, à Bruxelles et à Nantes. Alors, si tu as envie de me retrouver, si tu as envie de réserver ta place pour la conférence que j'organise, alors retrouve-moi sur mon site internet christinelevicki.com et tu peux aussi retrouver toutes les dates sur le lien qui est dans ma bio sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram. Alors, à très bientôt! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Shine. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier parce que je vais être interviewée par Astrid Le Fur. J'ai décidé d'organiser cet épisode parce que pour célébrer la sortie de mon nouveau livre Femme fière, libre et puissante qui paraît aux éditions Erol. Et donc, ça m'a semblé normal de faire un épisode dans lequel je vous raconte pourquoi ce livre, qu'est-ce qui est dans ce livre et je célèbre avec vous la sortie de ce livre. Mais j'avais pas envie de parler seule derrière un micro parce que c'est pas un exercice facile pour moi de parler toute seule pendant 1 heure derrière un micro. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de me faire interviewer. Et j'ai pensé à Astrid Le Fur. Astrid Le Fur est une de mes clientes que j'ai accompagnée depuis de nombreuses années. Et dans le cadre de cet accompagnement, elle a développé sa propre activité. Elle a même écrit son propre livre. Astrid est une experte du burn-out. Elle a un blog qui s'appelle Partage ton burn-out et elle a écrit un livre qui s'appelle Du burn-out au burn-out, les 7 étapes de la renaissance, qui est un livre qui est paru aux éditions Vibert. Mon livre Femme fière, libre et puissante ne parle pas nécessairement du burn-out, mais mon livre Femme fière, libre et puissante s'adresse aux femmes qui jonglent carrière, vie de famille, couple, maison et qui peut-être ont l'impression d'être fatiguées, d'être éparpillées, d'être perdues et de s'être un peu détachées d'elles-mêmes, d'avoir oublié un petit peu qui elles sont. Et donc, j'ai pensé que Astrid, connaissant très très bien ce sujet et cette situation, Astrid a aussi interviewé de nombreuses femmes dans le cadre de son blog Partage ton burn-out et pour écrire son livre. Donc, j'ai pensé qu'elle était la personne idéale pour guider cette interview. Donc, je vais maintenant lui donner la parole. Astrid va m'interroger et va vous accompagner et nous permettre de me faire parler sur ce nouveau livre qui vient de sortir. À toi, Astrid, tu as le micro. Merci beaucoup, Christine, pour cette fabuleuse opportunité de pouvoir t'interviewer sur ton nouveau livre qui, alors j'en suis certaine, puisque du coup j'ai eu la chance de pouvoir le lire en avant-première, va être un support pour beaucoup de femmes. Donc merci beaucoup pour cette proposition. Je suis heureuse de pouvoir t'interviewer et permettre aux auditrices et peut-être même aux auditeurs curieux d'en savoir plus sur ce qu'ils vont pouvoir trouver comme pépites dans ton livre. Ça commence d'ailleurs très fort dans les avant-propos. Tu nous dis, ce livre offre un guide inspirant pour les femmes qui cherchent à se libérer de l'autosacrifice et reprendre contrôle de leur corps, mais aussi de leur vie, à embrasser leur sexualité comme voie d'émancipation et suivre leurs désirs profonds. Il propose un chemin de réalisation personnelle et d'épanouissement à travers 4 révélations clés. Alors, ce livre, tu l'adresses principalement aux femmes. Est-ce que les femmes, plus que les hommes, ont un besoin particulier d'émancipation? Alors, en fait, c'est un peu compliqué pour moi quand on me pose cette question-là de comparer les femmes par rapport aux hommes parce que je connais moins la thématique des hommes. Je pense que les hommes ont aussi besoin de s'émanciper et je pense même que plusieurs des enseignements que je transmets dans ce livre pourraient s'appliquer aux hommes. Moi, il s'avère que ça fait 20 ans que j'ai mon activité de coaching et qu'à travers les années, je me suis retrouvée finalement à coacher énormément de femmes. J'ai coaché des hommes, mais j'ai coaché beaucoup plus de femmes et à un tel point que j'ai décidé aujourd'hui de me spécialiser dans l'accompagnement des femmes depuis maintenant de nombreuses années. Donc, je connais
connais la situation des femmes beaucoup mieux que je connais la situation des hommes. Après, d'un point de vue sociétal, on sait bien qu'on est dans une société patriarcale, créée par les hommes pour les hommes, et que parfois les femmes ont besoin de s'adapter et peut-être de se sacrifier pour pouvoir réussir à prendre place dans cette société. Donc oui, je pense que les femmes ont tout particulièrement besoin de s'émanciper aujourd'hui dans notre société. Et donc, tu nous parles de 4 clés, mais avant de plonger dans le cœur du livre, le cœur de ces 4 clés, comment est-ce que toi, tu les as identifiées? Comment est-ce qu'elles sont venues à toi, ces clés? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans tous mes livres, hein, que ce soit J'arrête de râler ou J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les livres que j'écris, c'est toujours issu d'un chemin que j'ai fait personnellement. Et une fois que je prends conscience que j'ai fait un bon bout de chemin et que j'ai grandi, que j'ai progressé, que j'ai réussi à dépasser des obstacles, surtout quand j'atteins un niveau dans ma vie où je me dis, tiens, c'est vraiment génial ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est vraiment incroyable ce que je suis en train de vivre en ce moment. Bah, du coup, j'aime bien me retourner en arrière et me dire, tiens, qu'est-ce qui a contribué? Comment est-ce que j'ai franchi ce chemin? Comment est-ce que j'ai fait ce chemin? Et quelles ont été les étapes les plus déterminantes qui m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui? Donc, j'essaye d'extraire les étapes les plus déterminantes. Et ensuite, j'écris des livres dans lesquels je transmets ces étapes les plus déterminantes. Donc là, Femme fière, libre et puissante, je l'ai vraiment écrit dans un contexte où je me suis retrouvée à réaliser que j'étais vraiment bien dans ma peau, que j'étais vraiment bien dans ma peau et j'étais vraiment bien dans ma vie. Il y avait cette espèce d'ancrage, d'alignement, de paix, de joie, de sérénité, de bien-être et que je sentais ça dans tout mon être en fait et que j'arrivais à être dans cet état d'être à tout moment de ma journée, dans mon travail, dans mes relations, dans mon couple, et même à réussir à garder, pas toujours, hein, parfois j'y arrive pas, mais en grande partie du temps, réussir à garder cette qualité d'état d'être, même dans des situations un peu stressantes ou un peu confrontantes ou des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, comment j'ai réussi à faire? Parce que je savais bien qu'avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais plutôt quelqu'un qui pouvait partir au quart de tour, qui pouvait fonctionner un peu avec un réservoir vide. Quand on fonctionne avec un réservoir vide, eh ben, tout nous irrite, tout nous agace. D'ailleurs, je râlais beaucoup. C'est pour ça que j'ai écrit après le livre J'arrête de râler. Mais voilà, je résistais à ma vie, je râlais sur ma vie. Et puis, j'avais l'impression de me sacrifier. J'avais l'impression de me juger beaucoup. J'étais mal dans ma peau. Je me trouvais jamais assez. Physiquement, j'avais toujours l'impression de ne pas être conforme aux attentes de la société. J'étais aussi très fermée dans ma sexualité, très enfermée dans des croyances limitantes, dans des jugements, dans de la honte et beaucoup aussi dans cette impression de devoir vivre ma vie avec le syndrome de la bonne élève, de toujours tout bien faire, de devoir tout contrôler. Donc ça, c'était moi avant. Et donc, j'ai réalisé un jour que j'avais fait un énorme chemin et que maintenant, je me sentais beaucoup plus libre, beaucoup plus confiante dans ma vie, beaucoup plus alignée dans mes choix. Et voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été déterminant pour m'amener là où je suis aujourd'hui? Et c'est comme ça que j'ai pu faire émerger les 4 révélations qui sont dans ce livre. Dans ce livre, je partage 4 révélations pour ne plus être domestiqué par les dictats de la société. J'adore ce sous-titre. Alors, alors peut-être juste avant encore de sauter sur ces 4 clés, je suis sûre que tout le monde en meurt d'envie. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de les partager aux futurs lecteurs de ton livre? Bah déjà, moi, j'ai appris à me connaître depuis de nombreuses années. C'est un peu normal, je suis coach, donc mon métier, c'est d'aider mes clients à apprendre à se connaître. Donc, j'applique toujours à moi-même ce que je prêche et donc j'ai appris à me connaître. Et j'ai vraiment pu identifier clairement que mon essence, c'est que je vais dire en anglais, parce que c'est le mot qui me vient, je suis un teacher. Je suis quelqu'un qui aime transmettre. J'aime beaucoup, beaucoup transmettre et transmettre me met beaucoup en joie. D'ailleurs, rien que là d'en parler tout de suite, je sens mon cœur là s'ouvrir, je sens de l'énergie qui circule. J'aime transmettre et c'est même mon don, c'est même ce que je fais le mieux. En tout cas, ce que je fais très bien de transmettre. Et donc, bah, comme je sais que j'aime ça et que je le fais bien, j'ai eu envie de transmettre. Hmm. Voilà.
Donc, en tout cas, moi, ce que je comprends de ce que tu nous as dit, c'est que ce chemin, tu l'as vécu. On pourrait même dire, quand on suit tes livres, qu'il y a une maturité qui passe du faire. Au début, j'arrête de râler, j'essaie de changer quelque chose. Après, je m'épanouis, je brille. Et là, on a, quand on lit ce livre, quelque chose de l'ordre de la sérénité, de l'être pleinement et pleinement épanoui. Mhm. Et cette envie que tu as à travers tout ce que tu découvres, de le transmettre pour que d'autres personnes, des femmes là en l'occurrence, puissent elles aussi bénéficier de ces enseignements que tu mets au jour à travers ta parole et ce livre. Mhm. Maintenant qu'on plonge dans le sujet, quelles sont ces 4 clés essentielles que tu as identifiées? Alors la première clé, c'est arrête de te sacrifier et accorde-toi la permission de te mettre en premier. D'accord? La deuxième clé, c'est fais la paix avec ton corps et sois émerveillé de la justesse de sa guidance. La troisième révélation, c'est fais la paix avec ton sexe et découvre que l'élixir de la vie est caché entre tes hanches. Et le quatrième, c'est suis le chemin de tes désirs et réalise que la vie conspire à te soutenir. En quoi, donc du coup, quand on lit les titres, on se dit waouh, en tout cas, moi, ce que je me suis dit, je vais pas parler de on, mais de moi, je me suis dit waouh, tous les sujets sont balayés. On pourrait même avoir 4 livres sur les Mhm. sujets. En quoi, comment tu as fait les liens entre ces différentes dimensions? En quoi c'était important de parler de ces 4 dimensions en même temps? Parce qu'en fait, pour moi, c'est un cercle. On fait le tour de la question, quelque part, avec ces quatre révélations. La première étape, c'est arrête de te sacrifier, accorde-toi la permission de te mettre en premier. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai commencé à vivre quand j'ai décidé d'arrêter de râler. On croit souvent que arrêter de râler, ça veut dire qu'on doit continuer à tout scoltiner et on doit garder le sourire. D'accord? C'est que on doit, voilà, on peut mal interpréter j'arrête de râler en pensant que ça veut dire qu'on doit tout se coltiner et garder le sourire. Et c'est pas ça du tout en fait. Arrêter de râler, c'est se créer une vie, c'est prendre la décision de se créer une vie qui nous fait moins râler. En fait, c'est de sortir des situations qui nous font râler et de prendre notre vie en main pour avoir une vie dans laquelle on râle plus. Ça n'est pas je râle plus parce que je m'empêche de râler, c'est je râle plus parce que je n'ai plus de raison de râler. D'accord? Et donc, c'est là que ça a commencé pour moi, cette idée de. Je me suis dit un jour, Christine, tu vas mourir, tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et j'ai compris, en arrêtant de râler, j'ai compris que, en fait, la raison pour laquelle je râlais, c'est parce que je me sacrifiais pour les autres. Je me sacrifiais pour mes enfants, pour ma maison, pour mes clients, pour mon couple. J'avais toujours l'impression de donner, 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 donner pour les autres. Et j'avais l'impression que j'avais pas assez en retour. Et c'est ça qui me faisait râler. Et un jour, je me suis dit, mais Christine, en fait, personne ne t'a demandé de te sacrifier. Qui a dit personne ne souhaite que tu te sacrifies. D'ailleurs, souvent, je pense à ça. Quand j'en parle, je dis aux personnes qui m'écoutent, je dis, est-ce que vous avez un parent qui s'est sacrifié pour vous? Est-ce que vous avez une maman c'est souvent une maman, pas toujours, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre vie qui s'est sacrifié pour vous? Et c'est souvent les gens pensent à leur maman. Et de leur dire, est-ce que c'était ce que vous vouliez, vous, en tant qu'enfant? Est-ce que vous vouliez que votre maman se sacrifie? Et là, souvent, les gens se disent, ben non, c'était bien confortable, parfois on dit c'était bien confortable, c'était bien sympa que maman se sacrifie pour moi, mais ça n'a jamais été mon désir. Je n'ai jamais attendu de ma mère qu'elle se sacrifie pour moi. Et d'ailleurs, si elle s'était pas sacrifiée pour moi, ça aurait sûrement été bien mieux. J'aurais sûrement, à l'échelle de ma vie, ça se serait sûrement bien mieux passé. Donc il y a vraiment cette première étape de se dire, on n'est pas obligé de se sacrifier pour les autres et on a le droit de se mettre en premier dans notre vie et de se dire, en fait, c'est quelque part, c'est notre plus grande responsabilité de suivre notre joie, de se mettre en premier dans notre vie. Et j'ai eu d'ailleurs une anecdote que je raconte souvent dans ce chemin-là, où un jour, pour la fête des mères, j'ai demandé à ma fille, il faut savoir que ce livre s'adresse aux femmes souvent qui jonglent carrière, famille, qui sont sur tous les fronts en même temps et qui ont toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Quand elles travaillent, elles se disent qu'elles devraient être avec leurs enfants. Quand elles sont avec leurs enfants, elles se disent qu'elles devraient travailler. Puis il y a toujours des choses à faire dans la maison. Et puis le couple, et puis les copains, et puis tous les trucs. On a l'impression qu'on n'en peut plus, en fait. Ça ne se termine jamais. Et donc, on peut être constamment dans l'insatisfaction et dans le sacrifice et dans le jugement. Et ça peut aller loin, ces choses-là. Ça peut aller à un point où on se dit qu'on s'est perdu. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, mais je me suis perdue, en fait. Je me suis laissée embarquer
dans mes responsabilités, dans les obligations, et je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais même pas de quoi j'ai envie. Et donc voilà, moi je coach des femmes à longueur de journée qui sont dans cette situation. Et moi personnellement, j'avançais sur ce chemin de trouver ma joie, d'arrêter de râler, de me mettre en premier. Et un jour, à la fête des mères, j'ai demandé à ma fille qu'est-ce qu'elle appréciait le plus chez moi en tant que sa maman. Parce que moi, les mots d'appréciation, c'est mon langage de l'amour. Et donc je me suis dit, bah, le jour de la fête des mères, j'ai une bonne excuse de réclamer des mots d'appréciation de mes enfants. Et donc j'ai demandé à ma fille, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez moi en tant que ta maman? Et je pensais que ma fille allait me dire, bah, j'apprécie quand tu m'apprends à conduire ou quand tu m'emmènes faire on adore aller faire les friperies ou des choses comme ça ensemble, quand tu m'emmènes dans une friperie ou je sais pas, je pensais qu'elle allait me dire qu'elle appréciait chez moi quand je fais quelque chose pour elle. Et elle m'a dit, ce que j'apprécie le plus chez toi en tant que ma maman, c'est que tu fais ce qui te fait plaisir. Et ça m'a scié en fait. Je me dis, mais c'est dingue en fait. Quand on prend soin de nous, quand on suit notre joie, en fait, tout va mieux pour tout le monde autour de nous. Donc voilà, la première étape, c'est arrêter de se sacrifier et s'accorder la permission de se mettre en premier. Et quand on réfléchit à se mettre en premier, quand les femmes se posent la question de se mettre en premier, eh ben, rapidement, ce qui arrive au début, on se dit, ben, je vais lire des livres je vais voilà, avoir des copines, faire des choses comme ça. Mais après, rapidement, il y a aussi ce côté de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, prendre soin de sa vitalité. Et là, on arrive à un deuxième blocage. On arrive à un deuxième blocage qui est que très souvent, en tant que femme, ben, prendre soin de soi, c'est pas simple. Notamment parce que on a une relation qui est très compliquée avec notre corps. On a une relation qui est très compliquée avec notre corps parce que dès le moment où on est passé de ce stade de jeune fille à femme, de petite fille à jeune fille et femme, dès le moment où on a commencé à devenir femme, on a commencé à avoir les seins qui pointent, notre corps a commencé à prendre des formes d'un corps de femme, et ben le regard des autres a commencé à changer sur nous. Tout de suite, on a commencé à être objectifié. Je sais pas si c'est objectifié, mais il y a eu des attentes. Ah, t'as vu, elle a des seins qui poussent. Et là, tout de suite, enfin, moi, je m'en souviens de ce moment hein, où le regard change. Et je me souviens, j'ai vu comment le regard a changé sur mes filles. Et j'ai trois filles. J'ai vu ce moment de l'adolescence, de la puberté, où le regard change. Et là, tout d'un coup, oh, en tant que femme, il y a plein d'attentes. Il faut rester mince, il faut rester jeune, il faut être élégante, il faut être souriante, il faut être bien habillée, il faut être maquillée, il faut, il y a plein de il faut, et du coup, en tant que femme, en tout cas, moi, c'était ma réalité, hein, j'avais constamment l'impression d'être trop ou pas assez. Et donc, quand je parlais de prendre soin de moi, en fait, mon automatisme, c'était il faut que je fasse du sport pour brûler mes calories, il faut que je fasse un régime pour perdre mes kilos, il faut que j'ai un ventre poids, il faut pas que j'ai de vergetures, il faut pas que j'ai de capitons, il faut et donc en fait, c'était constamment une approche de contrôle, contrôler mon corps, le faire performer. Et, euh, et j'étais pas en lien avec mon corps, en fait. C'est pas une relation saine. Donc, soit, Ça, c'est important ce que tu dis parce que souvent, quand on va dire aux personnes, est-ce que vous prenez soin de vous? On va dire, ah ben oui, je fais de la Zumba, de la gym. Mais est-ce qu'on le fait vraiment pour nous ou est-ce qu'on le fait pour rentrer dans un modèle qui est en fait une attente extérieure à nous? Donc, je renforce ce que tu viens de dire parce que c'est très important de se poser vraiment la question. Est-ce qu'on le fait pour prendre soin de soi ou finalement pour répondre encore à des injonctions qui sont de voilà, l'extérieur? un diktat de la société. Voilà, exactement. Et donc, moi, ce que j'observe, hein, c'est que les femmes, quand elles sont en rapport avec leur corps, elles sont en général dans un rapport de contrôle. Je cherche à contrôler mon corps, je fais des régimes où j'y arrive pas à les faire et du coup je m'en veux, je me trouve trop nulle. Alors c'est pareil, où je fais du sport parce qu'il faut brûler les calories, ou je n'arrive pas à en faire et je me juge. D'accord? Donc, soit je suis en train de contrôler mon corps, soit je suis en train de juger mon corps et de voilà de jamais avoir l'impression qu'il est à la hauteur. Soit je suis en train d'abuser mon corps, c'est-à-dire que je considère mon corps comme une machine. Et du coup, je le pousse à bout, je m'arrête jamais, je me repose jamais, je m'assois jamais dans le canapé, je prends jamais le temps de me poser. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne et quand je les accompagne, je les amène à faire des pratiques corporelles. J'ai développé toute une méthode maintenant de coaching body mindset où on allie le mental et le corps. Et les femmes me disent, j'arrive pas à faire les pratiques corporelles parce que je commence et au bout de 5 minutes, je m'arrête
Parce que je me dis qu'il faut que j'aille faire, j'ai des choses plus importantes à faire, j'ai des choses plus efficaces, plus utiles. C'est pas assez efficace de juste être avec son corps, de juste être dans sa joie, d'être dans son plaisir, dans son calme, dans sa sérénité. Donc la seule manière d'être dans son corps, c'est de le pousser en fait, c'est de Hmm. courir ou de... Et ça, c'est, voilà, je trouve ça hyper intéressant de réfléchir à cette idée de changer la relation qu'on a avec notre corps. Et moi, quand j'ai changé, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de râler, j'ai arrêté de me sacrifier, je me suis accordé la permission de me mettre en premier. Et donc, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller à la danse plus souvent. J'avais un cours de danse que j'aimais bien et j'ai commencé à m'accorder la permission d'y aller plus souvent. Et en allant à la danse plus souvent, ben j'ai réalisé que j'avais un corps en fait. J'ai réalisé qu'en fait, je passais ma vie dans ma tête et que ma tête passait son temps à juger mon corps ou cherchait à contrôler mon corps, mais qu'en fait, j'étais constamment dans ma tête et que tout ce qui était en dessous de mes épaules, en fait, je pensais que ma tête, c'était ce qui allait déterminer ma vie et que ce qui était en dessous de mes épaules, c'était plutôt une contrainte. C'était plutôt quelque chose qu'il fallait bien habiller pour être accepté ou qu'il fallait contrôler pour pas que ça grossisse trop pour être aimé. Et en fait, j'étais pas présente à mon existence. Je gérais ma vie, je pensais ma vie, je jugeais ma vie, mais je ne vivais pas ma vie dans mon corps. Et en dansant, j'ai commencé à ressentir mon corps. J'ai commencé à ressentir que mon corps est une vraie part, une énorme dimension de ma vie, à laquelle je n'étais pas connectée. Je me suis dit, j'avais l'impression de vivre à quelques centimètres de mon corps. Je n'étais pas dans mon corps, en fait. Je ne ressentais pas mon corps. Je ne ressentais pas les sensations de mon corps. C'était impressionnant. J'étais pas à l'écoute des sensations de mon corps. Et donc, en dansant, j'ai réappris à écouter mon corps, à ressentir mon corps, à être avec mon corps. Et là, j'ai découvert que mon corps me guidait. J'ai découvert que mon corps, en fait, à plusieurs moments, me parle. Et soit il me parle en me disant, ou en m'exprimant qu'il y a quelque chose qui est pas bon pour moi. Il me parle pas avec des mots, hein, il me parle avec des sensations. Il me dit, ouh là, ça c'est pas bon, ou ouh là il y a un truc qui est pas clair, ou ouh là, attention, tu es en train de dire oui, mais en fait ton corps te dit non. Euh, donc j'ai appris que mon corps pouvait me poser des limites, que mon corps pouvait me dire qu'il faut que je m'arrête, qu'il faut que je me repose, ou qu'il faut que je dise non à cette personne, ou que je n'accepte pas cette chose-là. Enfin, mon corps pouvait m'exprimer ça, mais aussi que mon corps pouvait me montrer vers où aller dans la vie. Mon corps aussi parfois m'envoie des souffles d'élan, des énergies, des appels. Je sens énergétiquement, je ne sais pas trop comment expliquer, hein, mais je sens que mon corps m'appelle, me dit, me guide où aller dans ma vie. Et aussi, j'ai découvert que quand je suis dans mon corps, euh, j'ai des élans d'inspiration, en fait, j'ai des idées, Beaucoup de femmes me disent, je ne sais pas ce que je veux pour ma vie, je suis perdue, je ne sais pas de quoi j'ai envie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles cherchent les réponses à ces questions dans leur tête. Mais notre tête, elle est seulement raisonnable. Notre tête, ce qu'elle sait faire, c'est être raisonnable. Et elle est très pratique pour ça. Notre tête est extraordinaire pour raisonner, pour penser, pour structurer, pour planifier, pour organiser. Mais notre corps, c'est lui qui porte notre résonance. Et quand on vit notre vie, quand on a envie d'avoir une vie plus alignée, c'est ça qu'on a envie. On a envie d'être aligné, on a envie d'être dans notre, dans notre résonance, j'ai un mot que je suis sur le bout de la langue qui me vient pas là tout de suite, mais euh, et euh, et donc voilà, revenir au corps, c'est redévelopper notre capacité à reconnaître notre résonance et à entendre notre résonance intérieure et du coup laisser notre résonance intérieure nous guider et créer des conditions pour que notre résonance intérieure soit active dans notre vie, qu'il n'y ait pas que notre raisonnable, qu'il n'y ait pas que notre raison. Notre raison est très intéressante, mais on a besoin des deux. On a besoin de notre résonance et on a besoin de notre raison. Donc ça, c'est fais la paix avec ton corps et découvre la justesse de sa guidance. Et après, quand on commence à être en lien avec son corps, quand on commence à être bien dans sa peau, quand on commence à découvrir en fait, moi je pensais avant que être bien dans sa peau, ça voulait dire apprécier ce que je vois dans le miroir. Je pensais qu'avant être bien dans sa peau, c'est je me regarde dans le miroir et j'aime ce que je vois. Alors, c'est intéressant d'apprendre à aimer ce qu'on voit dans le miroir, mais j'ai découvert qu'être bien dans sa peau, c'est pas ça. Être bien dans sa peau, c'est littéralement
être bien dans sa peau. Je suis dans ma peau et je me dis, bah, c'est bien, c'est bon, c'est bon d'être dans ce corps. Il y a quelque chose de chouette. En plus, mon corps me parle, c'est génial. Mon corps me dit là où aller, là où pas aller. Mon corps me donne des inspirations, me fait émerger des idées. J'ai eu mes plus belles idées, mes plus beaux projets créatifs. Que j'ai tout ce que je crée aujourd'hui, en général, ça naît sur la piste de danse ou quand je fais l'amour. C'est quand je fais l'amour, quand je suis dans mon plaisir, quand je suis dans ma joie, quand je suis dans mon bien-être corporel, c'est là où j'ai mes plus belles idées qui émergent. C'est là où je sais ce que je veux faire de ma vie. C'est là où c'est là où je m'aligne, c'est là où je résonne, du mot résonance. Et après, je peux le rendre raisonnable avec ma tête. Donc, quand on commence à aller dans le corps, eh ben, en tout cas, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à aller dans le corps et que j'ai commencé à avoir une relation avec mon corps beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine, et bien tout d'un coup, j'ai commencé à être beaucoup plus prédisposée, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus... Alors, il y avait quand même du boulot, hein, parce que là, je vais parler de sexualité. En fait, j'ai réalisé que quand on amène la femme dans son corps, bah, c'est logique d'imaginer en tout cas que ça va ouvrir des portes vers la sexualité. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait du boulot. Et j'ai réalisé en tout cas que j'avais fait un énorme travail pour me libérer de tellement de blocages que j'avais autour de ma sexualité. Moi, j'ai commencé ma vie d'adulte, je n'étais pas du tout intéressée par le sexe. J'ai juste, je me suis juste intéressée à ça parce que j'ai compris qu'il fallait que je sois sexuelle pour garder l'amour. C'est que si je n'avais pas de sexualité, les hommes me quittaient. D'ailleurs, j'ai plusieurs petits copains qui m'ont quittée. Et en fait, j'ai réalisé après coup que c'est pas tant que je n'aimais pas la sexualité, c'est qu'en fait, je m'étais mis en tête que c'était mal, et je m'étais mis en tête que c'était dangereux, je m'étais mis en tête que c'était tout ce que les garçons voulaient, donc il fallait que je me prouve à moi-même qu'ils voulaient autre chose que juste ça. J'avais plein de blocages, en fait, plein de honte, et du coup, je pouvais même pas m'imaginer que c'était OK que je puisse être sexuelle. En fait, il y avait quelque chose de honteux, il y avait quelque chose de mal, de dangereux, plein de blocages. Dans le livre, j'explique tous les blocages que la société, tout ce qu'on peut rencontrer qui font que c'est compliqué pour une femme aujourd'hui de se sentir libre dans ses sexualités. D'abord parce qu'il y a effectivement beaucoup de prédateurs et des dangers, et aussi parce qu'il y a plein de discours et de langages et de choses qui fait que on n'arrive pas à s'ouvrir à la possibilité que ça puisse être joyeux, serein, nourrissant, en sécurité, qu'on puisse vraiment être en sécurité, d'exploiter cet espace de la sexualité. Et donc, voilà, fais la paix avec ton sexe et découvre que l'élixir de la vie est caché entre tes hanches. Donc là, c'est tout un chapitre où j'explique tous les dictates qu'on a et j'explique aussi tout tout le potentiel qui peut se trouver dans la sexualité. Et pour moi, une des grandes clés que j'ai découvert, c'est que peut-être que ce qui peut poser problème pour beaucoup de femmes dans la sexualité, c'est que c'est pas tant les femmes pensent qu'elles n'aiment pas le sexe, mais en fait, moi, je pense surtout qu'elles n'aiment pas le sexe qui leur est proposé, ou le sexe qu'elles pensent, ce qu'elles pensent qu'est le sexe, ou ce qu'elles pensent que doit être la sexualité. Et en fait, j'ai découvert que quand déjà on s'autorise la permission d'aller explorer ça, il y a en fait plein d'espaces à créer qui sont des espaces très joyeux, très nourrissants, et qui permettent de développer une intimité très très forte avec soi-même et une intimité très très forte avec l'autre. Et que ça, c'est très très riche. C'est très très riche et vraiment très très nourrissant. Donc, et dans la sexualité, ce qu'on vient explorer, c'est une expérience physique d'être comblé, en fait. C'est une expérience physique, l'expérience physique d'être comblé, d'avoir, parce que c'est ça qui se passe dans cette énergie sexuelle qui circule, que ce soit seul, qu'on soit seul dans une expérience sexuelle, dans une pratique, j'appelle ça la délit-solitude. Dans le livre, j'ai décidé de renommer la masturbation en délit-solitude. Donc, que ce soit dans une pratique de délit-solitude ou que ce soit dans une pratique avec un partenaire, on est en train de vivre une expérience sensorielle, sensuelle, sexuelle, où on est physiquement comblé. Donc déjà, c'est intéressant de remarquer tous les blocages qu'on rencontre par rapport à ça. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est bien? C'est intéressant de remarquer tous les blocages qu'on a. Et puis après, quand on arrive à vivre cette expérience d'être comblé, eh ben, on sait à quoi ça ressemble. On sait le ressenti. Quel est le ressenti d'être comblé? Et ensuite, on revient dans sa vie normale. Et là, du coup, ben,
comme on a réussi à activer notre corps qui nous guide et qu'on sait ce que c'est d'être comblé, on revient dans notre vie et on repère beaucoup plus facilement les endroits où on ne l'est pas. D'accord? Et là, on arrête, comme on a aussi appris à arrêter de se sacrifier, je dis ça ferme la boucle, comme on a appris à arrêter de se sacrifier aussi, donc on a commencé à mettre des choses en place dans notre vie, on se sacrifie plus, on prend vachement mieux soin de notre corps, on est en train de célébrer notre vie, célébrer le fait qu'on a le cadeau de vivre une vie incarnée et que c'est formidable. Et on a appris à être comblé, on est dans la joie, on est dans le plaisir dans notre corps. Et du coup, on revient dans notre vie et on se dit, OK, comment est-ce que je peux faire bouger les lignes pour être comblé dans ma vie? Comment est-ce que je peux être plus comblé dans mon travail? Comment est-ce que je peux être plus comblé dans mes amitiés? Comment est-ce que je peux être plus comblé dans ma maison, dans mon couple, dans mes relations? Et donc, on crée des possibilités qu'on ne savait pas être possible avant. Alors là aussi, il y a plein de tabous sur, il y a souvent des limites à dépasser sur est-ce que j'ai le droit d'être vraiment heureuse dans ma vie? Et ça, je coach beaucoup de femmes là-dessus. Est-ce que j'ai le droit d'être vraiment heureuse, notamment s'il y en a qui souffrent? Et il y a souvent cette croyance de j'ai pas le droit d'être heureuse parce qu'il y en a qui souffrent. Et on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les médias, on voit la souffrance du monde. Et donc, il y a une grande culpabilité de mériter d'être heureuse et de comprendre que mon malheur ne contribue pas au bonheur de ceux qui sont malheureux. C'est pas en restant insatisfaite de ma vie que j'aide ceux qui sont malheureux à être plus satisfaits de la leur. Bien au contraire, c'est quand j'ose être encore plus satisfaite de ma vie que je vais avoir de l'énergie à donner et à contribuer à ceux qui sont moins satisfaits de la leur. Mais donc, il y a cette espèce d'énergie de l'éros qu'on amène dans notre vie, de se dire, en fait, j'ai envie que ma vie soit plus satisfaisante. J'ai envie, et du coup, je me pose vraiment les questions et je crée la possibilité d'être plus heureuse dans ma vie. Et ensuite, évidemment, ça suffit pas de créer la possibilité, il faut poser des actes à la hauteur de ses ambitions. Ça, c'est un des messages de mon livre, J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Mais donc voilà, c'est pour ça que la quatrième révélation, c'est suis le chemin de tes désirs et réalise que la vie conspire à te soutenir. Donc il y a aussi une dimension derrière ça, c'est que c'est un cercle vertueux. C'est que quand on suit les chemins de ses désirs profonds, quand on va vraiment à l'écoute de qu'est-ce que je veux pour être plus heureuse dans ma vie, de quoi j'ai besoin, et ben en fait on réalise que du coup on dégage une énergie qui est irrésistible. On dégage une énergie qui est contagieuse. Et donc, notre énergie positive amène du positif. Et donc, il y a une espèce la vie conspire à nous soutenir et on est dans un cercle vertueux dans notre vie. Donc, voilà On les voit quatre. bien à travers ton explication comment on va d'une clé à l'autre clé et comment elles se nourrissent les unes les autres euh, dans ce que tu nous décris. Ce que je te propose, c'est d'aller un peu plus profondément dans chacune de ces quatre clés avec Mhm. des questions qui me taraudent et je suis sûre qui aideront les personnes qui vont t'écouter. Donc, notamment dans la première, arrête de te sacrifier. Quelque chose m'a titillé en lisant et à un moment tu nous dis, mais oui, nous sommes débordés, épuisés, oui, il y a des dictates de la société, nous sommes les pieds dedans, mais est-ce que par hasard, ça pourrait pas être notre meilleur alibi pour ne pas prendre en main les rênes de notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas une part de nous qui finalement, entre débarrasser le lave-vaisselle et écrire le livre que peut-être je rêve d'écrire un jour, bah, débarrasser le lave-vaisselle, c'est plus facile à saisir que me mettre devant une page blanche et oser me demander ce que je voudrais offrir au monde. Voilà, exactement. Ça m'étonne pas que tu pointes sur cette phrase parce qu'en effet, c'est une des pépites du livre. Et ça, je le vois dans les centaines de femmes que j'ai pu accompagner. On peut effectivement se perdre à être débordé, en fait. On peut être débordé toute la journée et mettre toute notre attention sur les besoins des autres et les attentes des autres et ce qu'il faut faire et avoir cette idée que si je fais pas, personne fera et que donc je dois faire tout ça. Et il y a une part de nous qui, quelque part, on s'en plaint, on dit à tout le monde autour de nous, mais je suis pas la boniche de service, mais j'en ai marre, c'est moi qui pense à tout, j'aimerais bien que vous pensiez et tout ça. Donc c'est vrai qu'on en souffre, c'est une vraie souffrance et c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique aujourd'hui. Les femmes ont une charge mentale beaucoup trop importante. Elles portent beaucoup trop sur leurs épaules. Il y a beaucoup trop de choses qui reposent sur leurs épaules aujourd'hui. Et c'est une vraie problématique. C'est vrai.
Et en même temps, de se questionner, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi que ça arrange? Parce que du coup, pendant que je suis débordée à m'occuper des autres, eh ben, j'ai pas le temps de mettre mon attention sur moi et, euh, d'aller voir ce que je porte en moi et d'aller activer ce que je porte en moi. Parce que aller voir ce que je porte en moi, ça veut dire aller voir ses peurs, aller voir ses faiblesses, aller voir ses failles, avec comme intention, évidemment, surtout d'aller trouver sa lumière, d'aller trouver ses forces, d'aller trouver sa joie. Mais il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui, dans un premier temps, me disent, mais moi, j'ai très, très peur d'aller voir, d'aller inverser mon attention vers moi, parce que j'ai très, très peur de rien trouver. J'ai très, très peur de rien trouver, j'ai très, très peur ou que ce que je trouve soit pas assez. Donc, il y a à la base de tout ça, quand on passe notre vie à se sacrifier pour les autres, derrière tout ça, il y a un profond manque d'amour de soi. Et il y a un profond manque de confiance en soi. Mm. Parce qu'on se dit, tant que je coche les cases pour servir les autres, au moins je sais que je vaux quelque chose là. Tandis que si je veux écrire un livre ou si je réfléchis à quitter je réalise qu'en fait, j'en peux plus d'être dans ce job dans lequel je suis depuis 15 ans et qu'en fait, il est temps que je change de métier ou que je change de boîte, eh ben, il y a tout de suite la peur de est-ce que je vais être capable de décrocher un entretien? Est-ce que je vais être capable de reprendre des études? Est-ce que je vais être capable de demander une promotion à mon employeur? Est-ce que je vais... Donc là, comme on n'est pas sûr qu'on va être capable. Par contre, on est sûr qu'on est capable de vider le lave-vaisselle. On est sûr qu'on est capable d'organiser les vacances. On est sûr qu'on est capable de remplir les papiers pour les stages des enfants de l'école. Ça, on est sûr qu'on en est capable. Et donc, voilà, c'est intéressant de réaliser que c'est peut-être un très bon alibi pour nous d'être débordés parce que derrière, il y a un profond manque d'amour de soi et un profond manque de confiance en soi. Hmm. Donc, il y a à la fois se retrouver face à ces questions-là de est-ce que je vais oser faire quelque chose qui m'appartient, qui vient de moi. Et en même temps, il y a cette image tellement validée par la société du sacrifice maternel. C'est-à-dire se Mhm. dire à la fin, au moment de sa retraite, ah ben oui, j'ai pas pu me réaliser parce que j'ai beaucoup donné aux enfants. C'est une image qui est déjà validée par la société. Donc, quelque part, c'est un chemin facile. Alors, Mhm. je mets des guillemets, hein, parce que, mais c'est une facilité dans le sens une autoroute qui est déjà créée avant nous. C'est ça que je veux dire, hein. Oui, et en Alors même que, temps, moi, je coach tellement de femmes, quand on parle de ce sujet-là, il y a les larmes qui sortent des yeux. Les femmes pleurent parce qu'en fait, oui, elles font tout ça, elles font tout ça, elles font tout ça, et en fait, elles en peuvent plus, quoi. C'est juste, elles le sentent bien qu'il y a toute une part d'elles-mêmes qui est pas en train de vivre, qui est pas en train d'exister. Elles jouent, et en elles même le, temps, ça va nécessiter un effort de sortir de ce chemin-là. C'est ça qui est important à comprendre. C'est-à-dire qu'on a beau ne plus en pouvoir, ça nécessite un effort et de se confronter à des choses internes très difficiles, d'oser sortir de ce chemin-là. Et en même temps, c'est pas si difficile que ça. Mhm. C'est difficile autrement en fait. C'est une autre forme de difficile. Il y a des zones de turbulence, ça vient nous chercher. Mais aujourd'hui aussi, vous êtes hyper challengé par votre réalité et votre quotidien. Et ce qui est douloureux, je pense, aujourd'hui, c'est que c'est comme une roue du hamster qui n'en finit jamais. Il n'y a pas de fin. Il y a pas de... Alors, tandis que de l'autre côté non plus, dans le développement personnel, il n'y a pas de fin non plus. Mais par contre, on avance. On n'est Mhm. plus jamais au même endroit. On grandit. C'est un Mhm. chemin sans fin, mais qui change. On change de paysage, on change de réalité. Et ça, c'est hyper satisfaisant. C'est ça qui, je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus souffrir les femmes que j'accompagne, c'est cette impression de stagner, en fait. C'est je cours toute la journée et je stagne. Et c'est ça qui nous fend, qui nous donne le vague à l'âme, en fait. Parce qu'en fait, la nature humaine, elle est faite pour grandir, elle est faite pour se développer, elle est faite pour apprendre, on est fait pour découvrir, on est fait pour changer. Les fleurs, tout le printemps, elles fleurissent et puis après elles meurent et après elles fleurissent et après elles meurent. Il y a cette évolution. Nous sommes sur cette terre pour évoluer. Et donc ce côté, je cours toute la journée et je stagne, ça aussi c'est extrêmement douloureux en fait. Donc l'idée c'est, Mhm. ça va aussi être douloureux d'aller faire des mois personnels, mais je vais arrêter de stagner.
Et d'ailleurs, tu nous proposes d'aller explorer ou découvrir les forces du yin. Qu'est-ce que c'est que ces forces du yin que l'on peut découvrir? Voilà, donc là, je parle du yin et du yang. Tout le monde a sûrement déjà entendu parler du yin et du yang. Aujourd'hui, on est dans une société qui est très, très yang. Donc le yin et le yang, c'est un principe philosophique chinois qui nous explique que pour avoir un développement durable, donc une évolution durable, on parle d'évolution, on parle de développement, pour avoir un développement durable ou une évolution durable, il faut un équilibre exact, en fait, enfin un vrai équilibre entre le yin et le yang. Vous connaissez ce visuel avec la moitié c'est noir, la moitié c'est blanc. Et c'est pas vraiment moitié, le blanc et le noir se mélangent. Et il y a cet équilibre exact. Et puis il y a même un petit point blanc, un petit point noir dans le blanc et un petit point blanc dans le noir. Et ça s'équilibre. Donc, ça, c'est l'équilibre parfait du yin et du yang. Et la philosophie chinoise nous dit il faut cet équilibre parfait pour avoir une évolution durable, pour que ce soit, voilà, que ce soit durable. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est très, très yang. Donc, le yang, c'est cette part de nous qui pense. Donc, le yang est beaucoup dans la tête. Le yang est beaucoup dans la pensée, la stratégie, la science, le savoir, les connaissances. Le fait de compter, de mesurer, de calculer, d'anticiper. Donc ça, c'est beaucoup. Et dans le yang, il y a aussi beaucoup le faire. Donc produire, avoir des résultats, aller de l'avant. Euh, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui a mis en son centre. Aujourd'hui, ce qui fait tourner la société, c'est pas la politique, c'est l'économie. D'accord? L'économie, c'est ce qui fait, donc le capitalisme, l'économie, c'est aujourd'hui ce qui fait tourner le monde. OK? Et donc, il faut savoir que l'économie, pour que l'économie marche, elle doit constamment être en croissance. Si l'économie arrête de croître, le système se casse la gueule. Et le résultat de ça, c'est qu'on a créé une société où on est tous en fait les esclaves de cette économie quelque part, parce qu'on doit constamment générer de la croissance, parce que le système littéralement collapse si on n'a pas de croissance. Donc, on est dans une société qui valorise énormément la stratégie, le faire, les résultats, la performance. Et en fait, on est en train de réaliser qu'on arrive, on est en train de générer un burn-out. Les humains sont en burn-out parce qu'on n'en peut plus, c'est déséquilibré en fait, il n'y a que du yang. Donc les humains sont en burn-out et la Terre est en burn-out. Et là, on a même un burn-out politique en ce moment, d'accord? Tout est en train de faire un burn-out. Parce qu'on est allé trop loin dans un sens. C'est super intéressant de savoir penser, de faire de la stratégie, de produire, de performer, d'avoir des résultats. C'est extraordinaire qu'on ait cette capacité de faire ça. C'est génial. Mais par contre, il nous manque un truc essentiel, c'est le yin. On a besoin du yin pour équilibrer. Qu'est-ce que c'est que le yin? Le yin, c'est être. Le yin, c'est ressentir. Le yin, c'est être dans le corps. Autant le yang est dans la tête, le yin est dans le corps. Le yin, c'est la connexion. C'est la connexion à soi, c'est la connexion à l'autre. Je suis pas là pour t'utiliser ou pour te forcer à produire. Je suis là pour être en lien avec toi. Je suis en connexion. Je ressens où tu es. Je ressens la relation. C'est aussi la relation, la connexion avec la terre. Le yin, c'est je prends soin de la terre, c'est le prendre soin, c'est le care. Je prends soin de la terre, je ressens la terre, je cherche à produire, mais sans détruire. C'est la réciprocité, le yin. Je cherche à être dans la réciprocité. C'est aussi être en lien avec l'invisible, avec les cycles. Alors autant le yang, c'est je vais toujours devant, on avance, on avance, on avance. Autant le yin, c'est non, on est des cycles. Les saisons, les cycles des planètes, les cycles féminins, le cycle de la lune, le cycle des saisons. Donc c'est de réaliser en fait que la vie est cyclique, elle n'est pas que linéaire, c'est pas cette fuite en avant. Et donc, on a besoin des deux parce que le yin tout seul tourne en rond. Le yin tout seul ne fait que connecter, ne fait que ressentir, ne fait que prendre soin, mais il ne produit rien. Donc, c'est pas non plus durable que du yin. Mais on a besoin aujourd'hui, pour rééquilibrer les choses, on a besoin de s'intéresser et de s'ouvrir à la richesse du yin. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui pense que le yin, c'est des frivolités. Et c'est normal, parce qu'on se dit, ah ben si je prends le temps de connecter à la nature, en fait, j'ai pas le temps, parce que c'est pas ça qui va payer le loyer.
Parce que tout de suite, on pense, ah, faut que ça rapporte, faut que ce soit rentable. Pareil, quand je fais les pratiques corporelles et que je propose des pratiques corporelles dans mes programmes de coaching, les femmes ont beaucoup de mal à le faire parce qu'elles se disent, oui, mais j'ai pas le temps parce que moi, faut que j'aille soit travailler ou m'occuper de mes enfants, ou alors si je m'occupe de mon corps, faut que je brûle des calories pour être conforme aux attentes de la société. C'est pas assez productif, les pratiques que je propose. Donc, elles Mm. sont dures à faire. Donc, Voilà. je rêverais de rentrer dans les pratiques, mais juste si je refais le point sur ce qu'on vient de dire là, ça veut dire que non seulement c'est bon pour la personne elle-même, pour son développement, pour son épanouissement, mais on pourrait dire que c'est bon globalement pour les autres, pour l'univers ou l'humanité, que chacune des femmes fasse ce chemin et qu'on retrouve un meilleur équilibre entre les forces masculines et féminines, internes et externes, hein. Quand on dit ça, je sais bien que ce yin et ce yang, il est en chacun de nous, hein, en Mm. équilibre, mais on a besoin de rééquilibrer ces pouvoirs féminins. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Hmm. Littéralement, je pense que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Si chaque humain sur cette terre cherche à retrouver un meilleur équilibre entre son yin et son yang, euh, on va changer le monde. Et aujourd'hui, chaque femme qui choisit de rééquilibrer sa vie et donc de ne plus vivre sa vie que dans sa tête, mais de trouver un meilleur équilibre entre ma tête et mon corps. C'est pour ça que j'ai développé ce coaching Body Mindset, de retrouver un meilleur équilibre entre la tête et le corps. Et du coup, ça veut dire changer notre manière de vivre. Ça veut dire concrètement qu'on va arrêter de tout faire pour les autres, qu'on va prendre du temps pour soi, qu'on va prendre du temps, on va vivre notre quotidien autrement. On va faire des choix d'utiliser notre temps et notre énergie autrement pour avoir un meilleur équilibre dans notre vie. Et en faisant ça, on va créer une nouvelle dynamique dans nos foyers. Et en faisant ça, on va transmettre à notre conjoint, on va transmettre à nos enfants une nouvelle manière de vivre. Hmm. Et on Donc, va c'est pas changer le monde. important que pour nous. Ça c'est peut-être un message qui peut faire tilt à certaines personnes, même si on sait que c'est le cœur du sujet de oui, on a le droit de le faire que pour nous, mais en plus, c'est bon globalement de le faire. Mhm. C'est pas du tout égoïste, mais bien au contraire, c'est vertueux au sens large du terme. Est-ce que tu aurais euh, un conseil, une idée? Alors, je sais que c'est pas facile juste là en interview, justement pour ces femmes qui se disent, waouh, mais moi j'aimerais bien me reconnecter à mon corps. Est-ce qu'il y a un petit truc au-delà du livre que tu pourrais nous partager juste là maintenant? Bien sûr, il faudra lire le livre et je conseille à tout le monde de suivre les stages que tu proposes ou autres. Mais s'il y avait un petit truc là maintenant qu'on pouvait faire déjà pour mieux se connecter, qu'est-ce que ce serait? Moi, j'ai toujours la première chose à faire, c'est de le choisir. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut vraiment arriver à cette décision de je veux reconnecter à mon corps. C'est pas parce que Christine l'a dit ou parce que je l'ai entendu dans le podcast. C'est je dois choisir et ce choix, il n'est pas mental, il est existentiel. Il est existentiel. Moi, je me suis dit, Christine, tu te rends compte que tu as créé un mode de vie où tu n'arrives pas à prendre une demi-heure par jour pour prendre soin de ton corps? Tu te rends compte que tu as créé un mode de vie où tu n'arrives pas à trouver une demi-heure dans ta journée pour t'offrir le meilleur à ton corps? Et là, je suis vraiment arrivée à un point de non-retour, à un point de ça n'est pas possible. Je ne suis pas OK avec ça, en fait. Je ne suis pas OK avec ça. Je refuse de ne pas avoir une demi-heure par jour pour prendre soin de mon corps. Et donc, c'est ce choix d'abord. Hmm. Ce choix dans ces tripes de dire il n'est pas question que je n'ai pas le temps, en fait. Donc, après, le truc pour se mettre en chemin là-dessus, c'est de le faire en premier dans la journée. On commence par ça. Parce Ah, que plus on attend, moi, maintenant, aujourd'hui, je le fais plus le matin, je le fais au milieu de ma journée. Mais parce que c'est tellement ancré et que je sais que c'est vital et que c'est indispensable que j'y arrive. Mais avant, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de le faire avant toute autre chose. Je commence ma journée et je commence ma journée par prendre soin de mon corps. Je me réveille et la première chose que je fais au pied de mon lit, c'est que je prends une demi-heure pour prendre soin de mon corps. Et donc, ça a commencé par vouloir dire que je me couchais beaucoup plus tôt pour pouvoir me lever plus tôt. D'accord? Parce que quand on parle de se lever plus tôt, ça ne veut pas dire qu'on dort moins. Non, ça, c'est pas prendre soin de son corps. La première chose à faire pour prendre soin de son corps, c'est de dormir assez, avant tout. Et après, mettre son corps en mouvement. Beaucoup de choses qui se passent par le fait de prendre soin de son corps, c'est le mettre en mouvement. Mais le mettre en mouvement, pas nécessairement. C'est intéressant de le mettre en mouvement
pour en prendre soin d'un point de vue cardio, muscu. Ça reste quelque chose de très important, non pas pour être conforme aux attentes de la société, mais vraiment pour être en forme. D'accord? Et pour avoir une forme physique, bouger son corps, faire un cours de Zumba ou aller courir ou le sport traditionnel, c'est très intéressant pour ça. Mais la base, c'est déjà de se mettre en mouvement, de bouger son corps et d'être présent à notre corps. Hmm. D'accord? Donc moi j'aime beaucoup pour ça le yoga ou les pratiques de yoga Kundalini. C'est surtout ça que j'ai beaucoup fait le matin. C'est des pratiques de yoga ou de yoga Kundalini ou des étirements ou des respirations qui sont vraiment des temps de connexion à mon corps. Voilà. Et c'est vrai dans ce que tu dis, donc moi qui accompagne beaucoup de gens qui sont en burn-out, ce sont des personnes qui sont à côté de leur corps et se remettre en connexion avec le corps et réapprendre à l'écouter, c'est un élément essentiel pour éviter l'épuisement. Mhm. Euh, donc c'est juste pour faire le lien avec ce que tu Mhm. disais sur, ben oui, quand on ne le fait pas, en fait, notre corps ne fonctionne pas, c'est un indispensable. Voilà. Le corps ne fonctionne pas et on s'en rend pas compte en fait. Parce qu'on a appris à tolérer. On a appris à tolérer d'être fatigué, à tolérer d'être éparpillé, de se sentir confuse, d'avoir toute notre attention à l'extérieur de nous en fait. On a l'habitude d'être comme ça. Et voilà, je montre pour mais voilà, d'être comme une poule à qui on a coupé la tête et toute notre attention est à l'extérieur comme ça. C'est normal, c'est devenu normal en fait. Et Hmm. donc, on ne sait pas ce qu'on manque, en fait. Moi, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que je n'avais pas du tout conscience de toute cette dimension de mon être à laquelle je n'étais pas connectée. Hmm. Et c'est vrai que c'est pas en faisant du sport avec une énergie de jugement, de contrôle qu'on va y arriver. C'est vraiment en faisant des pratiques qui sont beaucoup plus douces et beaucoup plus bienveillantes, en amenant beaucoup de bienveillance dans notre mouvement. Hmm. Non pas de la performance, mais plutôt du plaisir. Hmm. Et donc, pour savoir qu'il y a du plaisir, de l'écoute. C'est surtout ça, dans ce que j'entends, de ce que tu nous as dit, c'est les pratiques où on est en écoute profonde de ce qui se passe dans le corps quand on le met en mouvement. Et pas Voilà, dans une idée de performance du mouvement. voilà. Pour aller plus loin dans cette idée de connexion sur la thématique fais la paix avec ton sexe, tu nous parles à un moment de l'interconnexion entre le vagin et le cerveau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette connexion qui a l'air délicieuse? Alors, bah, faudra lire le livre hein, pour avoir plus de détails là-dessus, parce que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches et j'ai soumis beaucoup de recherches parce que c'est pas quelque chose que j'ai sorti de mon chapeau. D'accord? Il y a effectivement beaucoup de recherches qui expliquent qu'il y a beaucoup de connexions entre le sexe et entre le cerveau. Mais en fait, que beaucoup de femmes, donc moi je suis formée, hein, je suis coach de vie depuis 20 ans, mais depuis 2019, j'ai une certification en sexologie somatique. Et donc, j'ai été formée sur cette dimension de la sexualité. Je me suis pas tout d'un coup dit que j'allais écrire un livre qui parlait de sexualité. Voilà, juste avec mon propre ressenti, ça me semblait important de me former sur le sujet. Et j'ai découvert qu'en effet, beaucoup de femmes, donc il y a potentiellement énormément de connexions entre notre sexe et notre cerveau, mais en fait, beaucoup de femmes n'ont pas entretenu ces relations, en fait. Et du coup, elles sont coupées de leur sexe. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, me disent, moi, la sexualité m'intéresse pas, et quand j'essaye un peu d'avoir un moment de délit solitude avec moi-même, je ressens rien, je m'ennuie, je suis impatiente. Et c'est normal, en fait, c'est parce qu'en fait, elles se sont pas servies de cette connexion entre leur sexe et leur cerveau. Moi, j'ai souvent, avant, je pense que mon mari et mon gynéco connaissaient mieux mon sexe que moi. D'accord? Moi, Hmm. j'avais pas de relation avec mon sexe. Si c'était pour mettre une serviette hygiénique ou un tampon, mais c'est tout. Après, j'étais pas du tout en relation avec mon sexe. Je l'avais jamais regardé dans le miroir, je l'avais jamais vraiment exploré, quoi. Or, en fait, il y a énormément de connexions. Quand on les développe, on réalise qu'il y a énormément de connexions entre notre sexe et notre cerveau. Et c'est littéralement la connexion entre nos chakras. Ceux qui Hmm. s'intéressent aux chakras, il y a vraiment cette connexion entre nos chakras, avec le début, les chakras du bas, et après l'énergie du haut. Et donc moi, ça m'arrive d'avoir dans ma sexualité des montées de Kundalini, et c'est pour ça que souvent dans ma sexualité, aujourd'hui, j'ai des révélations. J'ai des guidances intérieures, vraiment des messages très forts qui m'arrivent alors que je suis dans mon plaisir sexuel. Hmm. Parce que j'ai des infos qui arrivent à mon cerveau. Et pareil, quand je danse, quand je suis dans mon plaisir et quand je bouge mon bassin, quand je bouge dans la danse, hein, on bouge beaucoup notre bassin, on ondule beaucoup ce pôle énergétique du bas.
Et en fait, il y a des choses qui remontent, il y a des idées, il y a des solutions, il y a des inspirations qui remontent à ce moment-là. Et donc, il y a beaucoup de connexions entre notre sexe et notre cerveau. Et c'est ce qui explique aussi, et ces connexions sont différentes pour toutes les femmes. On n'a pas tous le même câblage au niveau de notre sexe et au niveau de notre cerveau. C'est aussi pour ça que sexuellement, on est toutes très uniques et différentes. Et c'est pour ça que c'est pas du tout la même chose, chacune d'entre nous. C'est pas la même chose qui va nous amener dans notre plaisir et dans notre délice sexuel. Et c'est pour ça que dans un couple, parfois, il faut réapprendre. Peut-être que notre partenaire, il savait donner du plaisir à une autre femme d'une certaine manière. Et ça veut pas, ou peut-être que la pornographie a véhiculé une manière de donner du plaisir aux femmes. Et en fait, non, chaque femme est unique et chaque femme a besoin de quelque chose de différent pour accéder à son plaisir sexuel. Et c'est ça le grand mystère. Hmm. Oui, ce chemin de découverte est plein d'informations que l'on peut trouver et découvrir pour mieux se connaître. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense à toutes ces femmes qui peut-être là sont terrorisées du fait qu'on soit en train de parler de sexualité comme ça devant tout le monde de façon complètement débridée. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire si quelque part elles ont peur de venir toucher ce sujet-là? Bah déjà qu'elles sont pas du tout obligées. Et qu'en fait, on n'est pas du tout obligé de s'intéresser à sa sexualité. Et c'est en fait tout à fait possible d'être heureuse et de rien, enfin voilà, de trouver son bonheur sans s'intéresser à sa sexualité. C'est possible en fait. Il n'y a pas de, il y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation. Et puis aussi, si on ne s'est pas senti en sécurité dans le passé, si on a été abusé sexuellement ou si on ne se sent pas en sécurité aujourd'hui. Il y a peut-être un travail de se sécuriser d'abord Hmm. avant d'aller explorer les choses. Ouais. Donc ça, c'est Donc peut-être peut-être si ça nous terrorise l'idée d'en parler, c'est qu'il y a peut-être un travail préalable à aller explorer, de se dire mais qu'est-ce qui fait que le sujet même est difficile pour moi? voilà, voilà. Donc soit de décider, ok, c'est difficile et en fait, je choisis, je suis en paix avec le fait de ne pas aller l'explorer. Soit de se dire, non, en fait, j'aimerais bien quand même, ça me dérange un peu de voir à quel point, ça me dérange de voir à quel point ça me dérange. Et du Hmm. coup, de se dire, bon, bah, ok, ça veut probablement dire que. Et puis, peut-être aussi que ce qui nous dérange autant, c'est qu'effectivement, on a été affecté dans notre passé par quelque chose et que cette chose nous affecte probablement au-delà de notre sexualité aujourd'hui. Et cette chose Hmm. a probablement des conséquences sur notre estime de nous, sur notre confiance en nous et notre confiance en la vie. Et que donc, ça peut être intéressant en thérapie d'aller explorer ça pour se libérer. Après, est-ce que cette libération nous ramène à la chambre et nous ramène à notre sexualité? Là encore, on pourra rechoisir à nouveau. Hmm. Mais il faut savoir que ce qui nous bloque aujourd'hui à aller vers notre sexualité est sûrement quelque chose qui aussi affecte d'autres domaines de notre vie aujourd'hui, dans nos relations, dans la manière dont on se positionne dans nos relations ou dans notre quotidien. Oui, donc c'est un sujet qui a un intérêt au-delà de l'acte sexuel lui-même, et peut-être c'est ce qu'on peut découvrir aussi dans cette partie-là du livre, c'est que quand tu parles du sujet, c'est bien au-delà d'un acte, d'ailleurs tu l'as dit, hein, qu'on soit seul, qu'on soit à deux, c'est aussi tout notre corps, tout le délicieux que l'on peut trouver Voilà. par plein de moyens multiples et sans doute infinis d'arriver à cette dimension-là. Oui, ça peut tout à fait être fait la paix avec ton sexe en dansant dans ta chambre. C'est pas obligé. Le sexe, ça veut pas forcément dire pénétration. Le plaisir ne veut pas forcément dire ce qu'on imagine que c'est en fait. L'idée, c'est de s'ouvrir au fait que notre corps a une capacité orgasmique. Notre corps a une capacité à ressentir beaucoup de plaisir. Et c'est s'intéresser à ça en fait. C'est juste, est-ce que ça m'intéresse de vivre du plaisir? Et là, c'est là où moi j'ai dû dépasser beaucoup de honte et de schémas parce que je pensais que c'était mal. Je Hmm. pensais que c'était malsain, que c'était mauvais de vivre du plaisir dans mon corps. Et donc, dans la quatrième clé, suis le chemin de tes désirs, tu nous parles aussi de notre relation à ce dans quoi nous investissons, ce que nous choisissons de faire de notre argent avec cette idée que grandit ce en quoi nous investissons. Est-ce que tu as envie de nous en parler plus? Ça, je trouve ça intéressant parce que je trouve que l'argent, c'est une énergie aussi. Je dis souvent, votre relation à l'argent, c'est votre relation à la vie. D'accord? Il y a un lien pour moi entre la relation, comment on gère notre argent, comment on investit notre argent, comment on dépense notre argent et comment on vit notre vie.
Moi, par exemple, c'est marrant, je me questionne beaucoup sur le fait que j'adore faire des affaires et j'adore acheter les choses seconde main, j'adore acheter les choses. Et il y a une part de moi qui est hyper alignée avec ça. Je trouve que c'est bon pour l'environnement. Je crois énormément en l'économie circulaire. Je crois que c'est débile de continuer à acheter tout le temps des choses nouvelles. Donc, il y a un côté où je suis hyper alignée. Et en même temps, parfois, il y a un côté où je me dis, c'est intéressant quand même. Qu'est-ce que ça veut dire de ta relation à la vie? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi d'oser acheter une robe à 250 euros dans un magasin, par exemple? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que ça veut dire que tu penses que tu le mérites pas? Est-ce que ça veut dire que tu as peur de manquer? Tu te dis, si j'investis, si je dépense 250 euros dans une robe, ça veut dire que je pense que c'est possible pour moi de manquer d'argent un jour. Et donc, ça veut dire peut-être que ça veut dire que je manque de confiance en moi, dans ma capacité à prendre soin de mes besoins financiers. Donc, il y a quelque chose de très intéressant d'observer comment on dépense son argent. Et aussi aussi de se dire, voilà, si je dépense, si je cherche toujours à faire des économies ou à acheter pas cher, il y a aussi l'idée de, si j'ai envie dans ma vie qu'il y ait plus de créativité, qu'il y ait plus de beau, qu'il y ait plus de rêves, qu'il y ait plus d'accomplissement, c'est intéressant aussi pour moi de donner mon argent, par exemple, à des gens qui font ça. Si j'achète un vêtement à un artiste qui a fait un magnifique collier, que je le paye 300 euros, eh ben, plutôt que de payer 300 euros pour acheter un diamant, qui, bah, c'est peut-être très beau un diamant, mais enfin, il faut regarder aussi dans quelles conditions ça a été fait et à qui va l'argent au final. Enfin, tu vois, qui bénéficie de ces diamants. Alors moi, j'ai reçu un magnifique diamant il y a quelques années, et maintenant, j'ai du mal à le porter pour ça. Je me dis, c'est bête, j'aurais pas dû vouloir un diamant. Après, j'ai rien forcément contre des diamants, c'est des très belles pierres, il y a quelque chose de très chouette dans les diamants, mais bref, tout ça pour dire que c'est intéressant aussi de se dire, moi, j'aime bien mettre mon argent, euh, diriger mon argent vers ce que je veux plus dans ma vie. Hmm. C'est vraiment que j'adore organiser mes retraites. À chaque fois que je fais des retraites, j'adore organiser mes retraites dans des lieux qui sont le rêve de quelqu'un. Les gens qui gèrent ce lieu, c'était leur rêve d'un jour posséder un lieu comme ça et de faire que ce soit un lieu d'accueil. Je préfère carrément ça que d'aller dans un hôtel, dans un grand hôtel. Hmm. Ça m'intéresse beaucoup moins. Peut-être que le grand hôtel aura un meilleur service et tout, mais voilà, je mets mon argent là vers où ce que je veux plus dans ma vie. Hmm. J'investis. C'est intéressant aussi cette notion d'investissement, que ce soit pour soi ou dans ce qu'on veut voir grandir dans le monde. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai changement que je constate moi aussi dans ma vie entre avant le burn-out et après où j'ai complètement changé mon rapport au monde et à l'investissement. Peut-être pour conclure, tu nous parles aussi dans ton livre de la sororité, de ce pouvoir interfemme, si je l'appelle comme ça. Si tu avais quelques mots à en dire aux personnes qui t'écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Écoute, merci beaucoup de nous pointer là-dessus pour conclure parce que je pense que c'est vraiment très, 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 très important. Malheureusement, je ne me rendais pas compte, moi. On passe à côté de quelque chose d'énorme. On est en train de passer d'à côté de quelque chose d'énorme. Les femmes, on doit vraiment se tenir la main. On doit vraiment se tenir la main et se soutenir et s'accueillir l'une l'autre, se célébrer, et accueillir tout de nous, être en lien dans notre joie, mais aussi dans nos colères et aussi dans nos larmes. C'est pas facile d'être une femme aujourd'hui. C'est pas facile. On porte beaucoup sur nos épaules. La société attend énormément de nous. Et en fait, l'erreur qu'on fait, l'erreur que je faisais sans m'en rendre compte, j'en étais pas du tout consciente, hein, mais comme on attendait beaucoup de moi et que j'essayais de faire de mon mieux pour être à la hauteur des attentes de ces fameux diktats de la société, et ben du coup, quand je voyais d'autres femmes, quelque part, je me comparais à elles et je me disais, est-ce que elles font mieux que moi pour essayer d'atteindre cet objectif qui est inatteignable? Et du coup, ben, celle qui était mieux que moi, ben, je me sentais moins bien qu'elle. Donc j'étais dans cette énergie de un peu jalouse, je sais pas quoi, ou envieuse, ou voilà. Mais en tout cas, moi, je me sentais pas bien. Et celle qui était moins bien que moi, bah, je me sentais mieux qu'elle. Mais c'est débile en fait, c'est complètement débile. Et je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est très. J'ai mis longtemps à. Je crois que si on me l'avait dit, j'aurais peut-être pas compris tout de suite. Je vous invite vraiment à observer comment vous entrez en relation avec les femmes autour de vous, que ce soit vos sœurs, que ce soit vos amis, vos collègues de travail. Et de vraiment se dire comment est-ce qu'on peut créer des espaces où on peut vraiment parler de ce qu'on vit. Arrêtons d'avoir des conversations de surface, à râler autour de la machine à café, de répéter toujours la même chose. Je sais pas comment dire. Il y a une vérité à partager entre nous.
Il y a une vérité, une authenticité, une vulnérabilité, une puissance, qu'on parle de nos colères, qu'on parle de nos envies, qu'on parle de... Je crois vraiment qu'on peut changer le monde. Mm. Mais que pour le changer, il y a un truc qui marche pas pour les femmes. En fait, la plus grosse erreur dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a tellement valorisé l'indépendance, qu'on est chacune chez nous dans nos maisons, qu'on essaie de garder rangé pour être conforme au magazine. Et en fait, on n'en peut plus, on n'y arrive pas. Et on n'est pas censé être seul. On n'est pas censé être seul à essayer de tout gérer. On est censé être en communauté. On est censé être avec d'autres femmes. On est censé s'entraider. On est censé se tenir la main. On est censé rigoler ensemble, on est censé danser ensemble, on est censé manger ensemble, on est censé pleurer ensemble. On doit se tenir la main. Et ce qui est formidable, c'est que quand les femmes se tiennent la main, elles deviennent de l'or. C'est l'alchimie la plus Mm. ultime. Elles sont inarrêtables. Et ça, je l'ai vu dans mes retraites. Toutes les retraites que j'ai faites, on vit de la sororité et il se passe quelque chose d'incroyable. On devient inarrêtable, on devient puissante. On devient puissante. La puissance, elle n'est pas seule. Le titre de mon livre, c'est Femmes fières, libres et puissantes. Et cette puissance, on va l'avoir en étant ensemble, en se Oui. tenant la main. Hmm. Donc ça, c'est important et c'est effectivement ce que j'ai constaté aussi. En 2020, quand on s'est retrouvés tous coincés, chacun chez soi, à pas pouvoir sortir, le premier acte qui m'a permis de retrouver du souffle, c'est de créer un cercle de femmes. Ce cercle qui existe toujours, qu'on a renommé en cercle de copines parce que on l'a transformé au cours du temps, mais finalement, c'est dans ce collectif entre femmes où chacune pouvait dire sa vérité, ses hauts, ses bas, se soutenir, que l'on a trouvé de la force face à l'adversité du moment et qu'on a choisi de continuer à garder tellement ça nous faisait du bien d'être ensemble. Super, bah oui, oui, oui. Peut-être on pourrait conclure, Christine, s'il y avait une chose que tu avais envie de partager aux personnes qui t'écoutent, quelque chose d'essentiel qu'ils devraient garder pour repartir avec, qu'est-ce que ce serait? La première chose qui me vient, c'est acheter mon livre et lisez-le pendant vos vacances. Euh, j'ai l'impression que j'ai vraiment. Il a été dur à écrire ce livre pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire parce que c'est un livre qui parle du corps, qui parle de la sexualité. Et je sais que c'est des expériences tellement uniques et je sais qu'il y a tellement de souffrance. Je sais qu'il y a tellement de douleur sur ces sujets-là. Donc, c'était difficile pour moi de l'écrire parce que j'avais tellement peur de faire plus de mal que de bien, quelque part, parce que je veux vraiment que ce soit un livre qui donne des clés de liberté, qui donne des clés d'authenticité, de bienveillance et tout ça. Et là maintenant, j'ai vraiment espoir que les femmes le lisent et qu'elles viennent m'en parler. J'ai vraiment envie de... Moi, ce qui me passionne là maintenant, c'est les conversations qu'on va avoir. Et que vous en parliez entre vous, lisez-le entre femmes, et parlez du livre, échangez sur ce livre, parlez de ce qui est difficile pour vous, parlez de ce qui vous vient vous challenger, échangez avec d'autres femmes. C'est ça mon plus grand souhait, c'est que vous vous serviez de ce livre pour vivre de la sororité, pour échanger, pour ouvrir le dialogue sur la sexualité, sur le corps, sur les responsabilités, sur le sacrifice. Tenez-vous la main. Tenez-vous la main pour mettre en pratique ces 4 révélations, pour vous libérer, et puis venez en parler avec moi. Et je sais que c'est un peu, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire pour conclure cet épisode. Merci beaucoup, Christine, pour toute la richesse de ce que tu nous as partagé et au plaisir de te voir lors de ta tournée en France et de pouvoir discuter en face à face avec toi. Voilà, j'espère que toutes les personnes qui écouteront cet épisode au moment de sa sortie pourront réserver leur place pour me rejoindre à une des conférences. Après, il y a ceux qui écouteront le podcast plus tard, quand le book tour sera terminé, mais il y aura toujours d'autres événements qui seront organisés pour pouvoir échanger. Vous pouvez aussi toujours me suivre sur mon compte Instagram et m'envoyer des DM, des messages privés pour échanger avec moi. J'ai vraiment très, très envie d'ouvrir le dialogue et d'échanger avec vous sur ce sujet. Un immense merci Astrid d'avoir accepté mon invitation à venir faire cette interview. C'était super intéressant de voir les questions que tu as choisies. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour toi. Et on va se voir très bientôt. Merci, Christine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a parlé, t'a fait vibrer ou t'a donné envie d'aller plus loin, alors imagine ce que 5 jours ensemble, du 22 au 26 juin près de Montpellier, peuvent t'apporter. La retraite Rise Up, c'est une opportunité unique de te reconnecter à ta puissance, de faire tomber les barrières invisibles qui t'empêchent d'avancer et de créer enfin la vie que tu désires profondément. Ça t'appelle ? Écris-moi à contact@christinelevicky.com et je t'enverrai toutes les infos, y compris le replay de notre appel de présentation. Et en attendant, prends soin de toi et continue d'oser.